Bien, bonjour à toutes et à tous, samedi 6 avril 2024. Vous avez reconnu l'endroit où nous sommes. Medevest se trouve à Tour et Taxi, à la gare maritime, afin de réaliser quelques petites capsules. À quelle occasion? Évidemment, c'est le week-end, le premier week-end d'avril, le fameux week-end de la Foire du Livre de Bruxelles. Et pour cette interview-ci, nous allons peut-être traverser les océans pour retrouver un auteur argentin, mais qui s'intéresse plutôt aux mythes asiatiques, légendes et mythologies. Petite idée, il est allé au Japon, royaume de Siam, l'Inde, évidemment, mais nous le ferons avec un traducteur cette fois-ci. D'ici quelques instants. Nouvelle petite capsule, et cette fois-ci nous allons faire dans l'international par l'auteur argentin. Une petite idée? Non, pas encore. Et pourtant cette histoire se passe également en Asie, dans différents pays, pour une différente série. J'ai l'immense plaisir de recevoir Enrique Alcatena. Bien le bonjour Enrique. Bonjour. Comment vas-tu? Muy bien. Ouais, bien. Alors, on va faire l'interview avec traduction, puisque mon espagnol n'est pas très top et mon anglais, ben voilà. Première visite en Europe, en Belgique. Primera visita en Europa. No. En Bélgica, Primera sí. visita a Bélgica, sí. Alors en Europe non, mais en Belgique oui, c'est la première fois. Et donc, première visite à la Foire du Livre à Bruxelles. Así es. Ça se passe bien? Muy bien. Ouais. On n'a pas besoin de traduction là, tout se passe bien, c'est nickel. Alors, la première question que je pose en général aux auteurs quand je les rencontre pour la première fois, c'est Enrique, en 3 mots, comment peut-il se définir? En 3 palabras, ¿cómo podrías definirte? Historietista. O como decía Prat, fumetaro. Tiene una forma medio despectiva de ser un historietista, pero él está muy orgulloso de ser un fumetaro. D'accord. Así yo también. Il dit BDiste, ou comme le disait Hugo Pratt, fumetaro, qui était une manière un peu péjorative de dire dessinateur de BD. Mais Hugo Pratt, lui, en était très fier et revendiquait donc le mot fumetaro. Et lui, il revendique le fait d'être dessinateur de BD. Dessinateur de BD. Alors justement, dessinateur de BD, on a donc ici la fille de Rokubei. Ça se passe en Asie, 3 tomes, le 3e vient de sortir, non? Exactement. On est bien d'accord. D'où est venue l'idée de placer tes histoires, toi qui es argentin, en Asie? ¿De dónde vino la idea, los que sos argentinos, de ubicar esas historias en distintos países de Asia? Uno puede ubicar sus historias en cualquier lado. ¿Qué es eso? No veo que, digamos, uno tiene el derecho a acceder a todo el bagaje cultural del hombre. Y siempre desde chico, bueno, tuve una especial debilidad por el Asia, su cultura, su iconografía, y bueno, a la larga fue a parar acá. Il dit que en tant qu'auteur, il sent qu'il a tout à fait la possibilité de placer ses histoires un peu partout dans le monde. Et depuis enfant, il a une obsession et un intérêt très particulier pour l'Asie. Intérêt qui finalement s'est transmis dans les bandes dessinées qu'il a fait étant adulte, mais qui viennent en fait d'un intérêt pour l'Asie depuis très jeune. Alors, il y en a un au royaume de Siam, l'autre se passe en Inde, celui-ci se passe au Japon, à chaque fois avec des diables, avec des esprits. C'est le mystique, le côté mythologie de ces pays-là, de ces cultures-là, qui le touche, qui lui parle. Es el lado místico o mitológico de esas culturas que te hablan, que te llaman la atención. Sí. Del mismo modo que me habla la mitología griega, o la nórdica, o la azteca, o la egipcia, todas tienen algo fascinante. Il dit que effectivement c'est le côté mythologique, de la même manière que il a un attrait pour la mythologie grecque, la mythologie maya, la mythologie égyptienne. Son travail porte sur le fantastique et
ce fantastique, notamment lié aux mythologies de tous ces pays-là qui sont fascinants. Alors, par rapport au côté graphique, est-ce justement ce côté mythologique fascinant qui fait que tu as une mise en page fort personnelle et fort aérée, fort éclatée, en utilisant parfois toute la page, en utilisant parfois des cases, en utilisant effectivement différentes techniques? Es relacionado con lo mitológico, la composición de página, que es muy especial porque sos capaz de usar un personaje para una plena página, después alternado con viñetas y mezclando técnicas también de página en página. ¿Tiene que ver con lo mitológico o tiene que ver con otra cosa? No, eso tiene fundamentalmente que ver con cautivar al lector de repente con una imagen que yo pretendo que sea espectacular y que al mismo tiempo vaya metiéndolo dentro de la historia. O sea, eso va más allá de la índole mitológica que puede tener la historia. Son, digamos, dispositivos para hacer atractivo el pase de página. Non, c'est pas lié à l'aspect mythologique, c'est vraiment lié à son intérêt pour essayer d'attraper le lecteur, et donc il essaye dans sa composition de pages de varier les types de pages, essayer de générer des images qu'il espère spectaculaires, de grande taille, pour faire un effet de surprise, et puis après ça, varier les techniques, varier les types de répartition de cases, pour essayer au maximum de donner au lecteur l'envie de tourner les pages et de continuer dans l'histoire. Donc c'est pas lié au propos, c'est vraiment lié à un dispositif narratif qu'il essaye de mettre en place pour captiver le lecteur. Alors justement, ces dessins sont fort précis. J'ai feuilleté les trois tomes, il y a à chaque fois des cases qui sont absolument exceptionnelles. Y avait-il encore besoin de mettre beaucoup de texte? Dice que miró los 3 libros, se asombró con el nivel de detalle, de precisión y la espectacularidad de las imágenes, y pregunta si haciendo justamente ese tipo de imágenes hace falta agregar el texto. Sí, el texto termina de redondear la historia, termina de llevar al lector el conflicto, el sentimiento de los personajes. Yo creo que se produce una linda alquimia y que de algún modo la espectacularidad de la página tiene que ir en detrimento de la otra. Il dit que d'après lui le texte est plus fondamental que jamais parce qu'il permet d'ajouter une couche de lecture sur le dessin pour comprendre la psychologie des personnages, pour comprendre la complexité de l'intrigue, pour d'une certaine manière compléter le travail que lui fait en tant que dessinateur, et il sent qu'il faut qu'il y ait vraiment dans son travail une osmose entre le texte de son scénariste et son dessin, et que la spectacularité de ces images ne doit surtout pas entrer en conflit avec le texte. Alors justement, Eduardo, scénariste des tomes, est-il très directif au niveau de son scénario quand il te le remet? Est-ce qu'il te dit déjà avec un storyboard précis, ou bien est-ce qu'il te laisse une totale liberté de représentation? Justamente hablando de tu trabajo con Eduardo, donde Eduardo es muy directivo, donde ya te va pautando cómo tiene que ser la diagramación de página, o si al contrario te deja bastante libertad en el momento de crear. Total libertad. ¿Qué pasa? El guión que presenta él no está dividido en páginas, está todo, los diálogos así consecutivamente. Después yo justamente voy separando, a ver, este va a tener 6, este va a tener 3 cuadros, según lo que vaya pasando, según el tamaño de los textos, pero es un trabajo totalmente simbiótico. Il dit que non, pas du tout, le travail que lui envoie Eduardo est très libre en fait. Eduardo lui envoie un scénario sans découpage de pages,
avec la suite de vignettes et les textes qui vont dans les vignettes. Et ensuite, c'est le travail d'Enrique de définir pour telle scène combien de vignettes, est-ce que ça va se faire en une page, est-ce que ça va se diviser en 2 pages, donc ça dépend de la complexité des images imaginées par le scénariste qui lui donne la description de ce qui doit se passer, mais aussi de la quantité de texte qu'il doit placer dans la page. Et c'est vraiment un travail symbiotique dans le sens où les deux vont permettre ce résultat final. C'est l'imagination d'Eduardo dans les scènes qu'il décrit et ses textes, et c'est le travail de découpage et de représentation graphique d'Enrique pour arriver à ce résultat final. Alors justement, on parle de la représentation graphique. Il est clair que dans les 3 tomes, il y a énormément de personnages mythiques ou mythologiques, et que chaque être humain a sa propre vision. Comment font-ils pour se mettre d'accord? C'est uniquement la vision d'Enrique, ou bien c'est Eduardo qui dit aussi non, moi je verrais ce démon-là un peu plus comme ci ou comme cela? Est-ce que le scénariste intervient malgré tout dans la représentation des personnages forts? Hablando de la representación gráfica, como se trata de personajes mitológicos, que cada uno puede tener su imagen, su representación de cómo tendrían que ser, pregunta si Eduardo interviene en el aspecto de esos personajes, si te tira ideas, o si es totalmente tu trabajo. Totalmente no. Digamos, él se concentra en los conflictos, en los diálogos, todo lo demás, decorados, aspectos de los personajes, todo eso, sabe que lo resolvemos. Nunca se mete en eso. Non, il dit que Eduardo se concentre vraiment sur en fait l'intrigue, les conflits qu'il va y avoir dans l'intrigue, les textes, les dialogues, mais que tout ce qui est représentation graphique, les fonds, les décors, la représentation des personnages, il laisse totalement libre cours au travail d'Enrique. C'est pas pour rien qu'ils travaillent ensemble depuis combien de temps? C'est qu'ils están trabajando depuis plus de 30 ans. Alors justement, j'y allais arriver plus ou moins à ça. Donc depuis combien d'années se connaissent-ils? J'ai la réponse. Comment se sont-ils rencontrés? Parce qu'il y a quand même une drôle de complicité entre scénaristes et dessinateurs, ça se sent quand même. Alors, comment se sont-ils rencontrés? ¿Cómo es que se conocieron con Eduardo? En la redacción de la editorial para la cual trabajábamos, Récord. digamos, esa era una época que las editoriales de revistas, de historietas en Argentina, que se llaman prácticamente, entonces iban ahí los guionistas y los artistas a retirar guiones y a entregar los dibujos. No había más intercambio que ese. Y un día dimos mi trabajo, ¿no? Y desde entonces nunca dejamos de trabajar. En fait, ça a été un peu par hasard, ça s'est fait dans les bureaux de la maison d'édition Record en Argentine. Une maison d'édition qui, à l'époque, publiait des revues mensuelles. Et donc, c'était une époque où, comme on l'expliquait, un dessinateur venait chercher le scénario qui avait été écrit pour lui, le scénariste venait remettre son scénario, et puis un jour, le scénariste Eduardo Manitelli a vu des pages d'Enrique et lui a dit « J'aimerais bien écrire quelque chose pour toi ». Ils se sont rencontrés de cette manière-là et depuis, ils n'ont plus jamais cessé de travailler ensemble. Alors, petite question de culture générale, je dirais. Voit-il une grosse différence entre la BD sud-américaine et la BD européenne? Je ne vais même pas parler au niveau de la ligne, parce que la ligne claire, belgo, franco-belge, voilà, on va pas arrêter, mais dans l'esprit de concevoir et de traiter un sujet. Y a-t-il une différence pour lui entre la manière de le faire en Amérique du Sud et la manière de le faire en Europe? Ese sí, a nivel general, ¿vos sentís que hay alguna diferencia en la forma de hacer historieta en Argentina, en Sudamérica y en Europa? Dejando de lado lo de la línea clara franco-belga, que es muy típico, pero sí, más bien en la cuestión de cómo se cuenta una historia, el tipo de narración. Quizá antes, hace años, era más notoria la diferencia.
más cuadros por página se ve, cierto tipo de enfoques adecuados. Pero ahora viendo todo lo que sale, como que hay una variedad estilística que se trasciende lo que era estrictamente la estética franco-belga, ¿no? Así que yo creo que se ha universalizado, se ha internacionalizado los diferentes estilos. Pero eso, tuyo, por ejemplo, para mí, un autor francés no lo haría como vos lo haces. Sí, seguramente. O sea, los cuadros grandes. Cuadros grandes, esa forma de narrar que tienen con Eduardo Mazzitelli, que parece que es algo muy argentino o italiano. Eso sí, sí. Pero también he visto ahora cosas francesas que rompen el cuadro, Sí, sí, sí. que tiene una diagramación más americana. Americana, sí. Un tipo de comic book. Sí, sí. Y bueno, esto también tiene que ver con eso, ¿no? Il dit qu'aujourd'hui, sûrement moins qu'avant. Il y a eu une époque où effectivement cette différence était notable, notamment parce qu'en Europe, on mettait plus de vignettes par page, un certain type de caméra qu'on plaçait un peu plus éloigné. Et puis le fait qu'il y avait finalement peu de splash page, les grandes pages avec une seule scène ou un seul auteur. Il dit qu'avec la multiplication des genres, le fait qu'aujourd'hui on a accès à peu près à tout ce qui peut se produire un peu partout dans le monde, il y a eu une espèce d'universalisation de la BD et qu'il a vu là en étant sur la forme livre, en voyant des BD françaises qui n'hésitent plus à rompre justement le gaufrier traditionnel, à se rapprocher un peu de ce qui se passe en comics américain. Et lui, sa narration, c'est un hybride justement un petit peu de tout ça, puisque c'est un grand lecteur de comics américains, il a travaillé d'ailleurs pour les comics américains, c'est un grand lecteur de BD argentine, mais aussi franco-belge, il a un amour particulier pour Tintin. Tintin, tout le monde le dit, tout le monde le cite. Moi, je lui faisais remarquer que malgré tout, son travail était sensiblement différent de ce qu'aurait pu faire un auteur français. Et il me dit oui, c'est vrai, sûrement, mais parce que je suis aussi d'une autre génération et puis avec d'autres lecteurs. Alors on essaye toujours de se limiter à un quart d'heure. Ouais, c'est on bien. est déjà à 16 minutes. Donc une dernière petite question. Ouais. Des projets sur lesquels tu es déjà ou des projets futurs en préparation? Proyectos que tenés o proyectos sobre los que ya estás trabajando. Sí, bueno, hay cosas que sigo, digamos, lo sigo haciendo historietas con Eduardo en Italia fundamentalmente, algunas cosas solas también, y esperemos que siempre estamos a la pesca de nuevos proyectos y nuevas formas de generar trabajo, ¿no? Y mientras, bueno, uno pueda hacerlo, lo de los ojos y las manos, lo hará. Porque me gusta mucho, o sea, no lo tomo como un oficio. Il dit que oui, bien sûr, il est toujours en train de travailler, il a plein de projets. Il continue à faire des BD pour l'Italie avec Eduardo Mazzitelli, où il collabore à une revue mensuelle de la maison d'édition Aurea. Et puis ensuite, d'autres projets qui peuvent surgir, parce que il disait, voilà, je ne considère pas ça comme un travail, c'est vraiment un plaisir et une passion. Donc tant que les yeux et la main suivront, il espère pouvoir continuer à dessiner pendant très longtemps. Eh ben, un tout grand merci en tout cas pour ce petit quart d'heure consacré. Bonne continuation sur la suite de la foi. J'imagine qu'il y a encore des séances donc, de dédicaces. Tout à fait. Hein. Vous évidemment, vous connaissez le principe. Hein. On est encore là toute la journée, on est encore là demain. Il y a des dizaines et des dizaines d'auteurs. Découvrez d'autres graphismes. Je vous assure que celui-ci il est scotchant dans tous les sens du terme. Et pour le reste, excellente fin de journée et bon courage pour la suite. Au revoir Thomas, au revoir Enrique. Merci à vous. Merci.